La Crimée était la vitrine de la puissance de Vladimir Poutine, mais cette vitrine s'effondre maintenant. La péninsule est devenue un centre d'incertitude, de privation et de siège logistique pour plus de 2 millions de personnes. La preuve la plus récente et la plus effrayante de cette transformation a eu lieu le 28 janvier. Alors que la Crimée était secouée par des attaques, le pont de Kertch, reliant la Russie au continent, a été complètement fermé. Ce n'est pas une simple fermeture de pont ou une perturbation temporaire du trafic. Le pont de Kertch est la bouée de sauvetage de la péninsule. Fermer le pont risque de perturber tout le système, des soins de santé au transport, en passant par la livraison des produits de première nécessité. Les racines de ce risque remontent en fait bien plus loin que le 28 janvier, jusqu'à des décisions prises par le Kremlin par peur. Le 26 décembre 2025, la Russie a développé un réflexe de panique en réponse à la menace de sabotage de l'Ukraine. Un total de 212 points de contrôle supplémentaires ont été installés sur les routes menant au pont de Kertch. Ces mesures visaient à fouiller et inspecter 17 520 véhicules par jour. Cette pratique a paralysé le trafic sur le pont, prolongeant les files de camions pendant des heures. Les mesures en cours combinées à la fermeture totale de 7 heures le 28 janvier ont créé une strangulation logistique. Regardez les énormes files de bus qui se sont formées sur la place Nakhimov. Ces files n'étaient pas seulement un jeu d'attente pour les personnes incapables de se rendre au travail. Elles étaient un instantané de l'impuissance d'une population sans échappatoire. Cependant, ce n'était que la partie émergée de l'iceberg. Les événements n'ont pas seulement affecté la vie civile. La fermeture du pont pourrait entraîner un ralentissement sérieux de la chaîne de transport. Ce goulet d'étranglement logistique met également les équilibres du marché en Crimée dans une situation délicate. La possibilité d'une perturbation des expéditions sur le marché pourrait soulever la question parmi le public. Que se passera-t-il pour la sécurité alimentaire si le pont ferme complètement? Et une tendance à faire des réserves. La capacité limitée des ferries et la variabilité des conditions hivernales transforment l'autosuffisance de la péninsule en un point d'interrogation stratégique majeur. L'aspect le plus dangereux de ces points d'interrogation émerge lorsqu'il est combiné avec les problèmes chroniques de carburant et d'eau de la Crimée. Tout au long de l'année 2025, les attaques systématiques de l'Ukraine sur les raffineries et dépôts de carburant russes avaient déjà causé une grave pénurie de carburant sur la péninsule, à tel point qu'en septembre 2025, les prix de l'essence et du diesel ont été gelés. Une limite de 30 litres de carburant par personne a été imposée aux conducteurs. Regardez cette image. Un homme en Crimée vole de l'essence de la voiture de son voisin. Maintenant, la fermeture du pont de cette manière peut ouvrir la voie à ce que de telles actions se produisent plus fréquemment. Ces images brisent l'illusion que le Kremlin a essayé de construire pendant des années. Tout est normal en Crimée. Il y a une stabilité complète. Les files d'attente aux stations-service s'étendent sur des kilomètres. L'essence AI-95 et le diesel sont complètement épuisés dans de nombreux districts. Dans les grandes villes comme Simferopol, l'essence est maintenant vendue uniquement avec des coupons ou des cartes. Les conducteurs demandent désespérément « Où y a-t-il du carburant ?» dans les groupes de discussion locaux, tandis que les prix ont grimpé à 90 roubles. Si la logistique d'une péninsule dépend uniquement du transport routier et que ce transport est constamment ciblé, alors cette région n'est plus un espace de vie durable. C'est un ghetto isolé. La crise de l'eau est la partie la plus sombre du tableau. Après la destruction du barrage de Kakhovka, le nord de la Crimée succombait déjà à la sécheresse et le secteur agricole était au bord de l'effondrement. À un moment où les niveaux des réservoirs ont atteint des niveaux critiques, les camions-citernes transportant de l'eau ou du matériel de purification d'eau venant de l'extérieur, se retrouvant bloqués au pont, pourraient transformer la crise humanitaire en catastrophe. Le compte à rebours a commencé dans le paradis touristique d'Alushta. Il ne reste que 85 à 90 jours d'eau. Dans les villes bondées comme Sébastopol et Simferopol, les robinets ne sont ouverts que quelques heures par jour. Les gens s'inquiètent non seulement pour le carburant, mais aussi pour l'eau potable. Cette situation prouve que la propagande de la Russie sur le développement de la Crimée a disparu, remplacée par une lutte pour la survie. D'un point de vue militaire, la situation est un cauchemar total pour le Kremlin. Plus de 60 000 soldats russes font également face à la même sécheresse. Chaque soldat a besoin en moyenne de 80 à 100 litres d'eau par jour pour des besoins de base tels que boire, l'hygiène, la préparation des repas et le refroidissement de l'équipement. Cependant, la quantité d'eau qui peut atteindre certaines bases militaires en Crimée est limitée à seulement 20 à 30 litres par jour, et cette quantité peut souvent être transférée uniquement au centre de commandement, pas à l'ensemble de l'unité. Cela signifie qu'une unité de 1000 personnes reçoit seulement 30 litres d'eau. Mais la soif n'est pas le seul cauchemar pour les soldats russes.
Les unités russes sur le front sud, notamment le long des lignes de Zaporijia et de Kherson, dépendent fortement des lignes d'approvisionnement passant par la Crimée pour les munitions, l'équipement divers et le carburant. Lorsque des trains s'arrêtent, l'artillerie au front se tait. Quand les camions se bloquent sur le pont, les chars tombent en panne de carburant. Une interruption de 7 heures peut se transformer en jour de pénurie de munitions au front. C'est le génie stratégique de l'Ukraine, paralyser logistiquement les soldats russes avant de les tuer au front. Avec la fermeture du pont, ce n'est qu'une question de temps avant que les opérations militaires de la Russie dans le sud ne subissent de graves perturbations et que de grandes lacunes apparaissent dans ses lignes défensives. De plus, l'exposition du pont à des contrôles et fermetures aussi strictes érode la prétention de la Crimée à être un centre de tourisme et de vie. La péninsule devient maintenant un fardeau stratégique. L'économie russe brûle des milliards de roubles chaque jour pour garder ce pont ouvert et approvisionner la région. Mais le résultat est plus de panique, plus de files d'attente et plus de pertes militaires. Alors, pourquoi le pont, la bouée de sauvetage de la Crimée, a-t-il été fermé pendant des heures? Un examen de la chronologie des événements et des détails techniques révèle qu'il s'agissait d'une opération hautement coordonnée et à plusieurs niveaux par les forces de défense ukrainiennes. Le ministère russe de la Défense a tenté de minimiser la situation en disant « Nous avons abattu plus de 10 drones ». Cependant, les données du terrain et les images satellites indiquent une réalité bien plus dévastatrice. La chaîne d'événements a commencé dans les premières heures du mercredi 28 janvier. Les autorités d'occupation russes ont immédiatement fermé le pont de Crimée à la circulation. C'était le moment où les premiers renseignements sur une frappe aérienne majeure imminente ont été reçus. Cependant, les systèmes de défense aérienne russes se sont révélés inadéquats pour arrêter la menace approchante. Selon les rapports du groupe de surveillance du vent de Crimée, des explosions simultanées ont commencé à être signalées à différents points de la péninsule. Le centre de l'attaque était les bases les plus stratégiques de l'armée de l'air russe en Crimée, Belbek, Saki et Kacha. À exactement 7h39 heure de Kiev, 2 explosions très fortes ont été entendues dans la zone de la base aérienne de Belbek, près de Sébastopol. Belbek est l'une des installations militaires les plus cruciales protégeant l'espace aérien de la Crimée, où la Russie déploie ses chasseurs Su-27 et Su-30. Les explosions ici montrent que l'Ukraine cible non seulement le pont, mais aussi le parapluie aérien qui le protège. Non seulement Belbek, mais la base aérienne de Saki à Novofedorovka a également été sous le feu. Saki avait déjà été la cible d'attaques ukrainiennes, infligeant de lourdes pertes à l'aviation russe. Des explosions ont également été entendues près du Cap Fiolan tout au long de la nuit. Le Cap Fiolan est un point stratégiquement vital où se trouvent les systèmes de guerre électroniques et les stations radars à longue portée de la Russie. Frapper cette zone fait partie de la stratégie de l'Ukraine pour aveugler les yeux de la Russie, permettant à ses drones et missiles de se déplacer plus librement dans le ciel de Crimée. De plus, une attaque puissante sur l'aérodrome de Kacha a été signalée vers minuit. Kacha est une base pour hélicoptères et avions de patrouille maritime appartenant à la flotte de la mer Noire russe. Ces frappes simultanées indiquent que l'Ukraine utilise la tactique de l'attaque par saturation, c'est-à-dire surcharger les systèmes de défense aérienne russes en les verrouillant sur plusieurs cibles simultanément, permettant ainsi aux missiles de frappe principaux de pénétrer le bouclier de défense. Les autorités russes déclarant une menace de drone à travers la péninsule et activant des alertes de raids aériens confirment l'ampleur de l'attaque. Cependant, le détail le plus frappant est que l'attaque ne s'est pas limitée aux drones, mais a probablement été soutenue par des missiles modernisés ou des leurs. En effet, la fermeture du pont de Kerch, l'une des structures les plus surveillées au monde, pendant 7 heures, indique une menace bien plus sérieuse qu'une simple nuée de drones. Cette fermeture reflète l'ordre de panique des commandants russes. Nous ne pouvons pas dire quels missiles sont réels et lesquels sont faux. Arrêtez tout. Les analyses techniques indiquent que ces attaques sont motivées par l'utilisation hybride de la technologie nationale de drones en développement de l'Ukraine et des missiles à longue portée fournis par l'Occident. Les mesures prises par la Russie pour protéger le pont de Kerch sont inefficaces contre les systèmes de guidage modernes. L'explosion du camion en 2022, les attaques de drones marins en 2023, cette attaque aérienne complexe au début de 2026, tout cela prouve que l'Ukraine développe constamment de nouvelles méthodes créatives et imparables pour frapper le pont. Cet événement est bien plus qu'un succès tactique. C'est la preuve que la vision stratégique du régime de Poutine pour la Crimée a été dévastée. Le pont de Kerch n'est pas juste un tas de béton et d'acier pour Vladimir Poutine. C'est le symbole physique de l'union éternelle de la Crimée avec la mère patrie Russie. Chaque fermeture du pont, chaque alerte d'attaque et chaque explosion
crée des fissures irréparables dans l'image de Poutine en tant que leader fort. Les 7 heures d'impuissance le 28 janvier déchirent la plus grande promesse du Kremlin, le contrat de stabilité et de sécurité aux yeux du peuple de Crimée. La doctrine de Poutine était simple. La Crimée est une forteresse et la Russie la protégera à tout prix. Cependant, les événements récents montrent que les murs de cette forteresse sont faits de papier. La Russie prend des mesures si extrêmes et paranoïaques pour protéger le pont que ces mesures annulent le but même de l'existence du pont. Une superpuissance qui perturbe sa propre ligne logistique par peur est stratégiquement acculée. Cette situation signifie que, tandis que la Russie tente de défendre la Crimée militairement, elle la perd administrativement et économiquement. Vous pouvez tenir une région avec des chars, mais si vous ne pouvez pas répondre aux besoins fondamentaux des gens, vous ne gouvernez pas cette région. Les acteurs que Poutine considère comme son arrière-cour la plus proche s'éloignent rapidement de Moscou, en voyant que la Russie est incapable de protéger même son propre territoire et ses lignes logistiques les plus stratégiques. La Russie doit supplier la Biélorussie pour de l'essence après la crise du carburant, ce qui est l'exemple le plus dramatique de la façon dont l'équilibre des pouvoirs a changé. Les alliés de la Russie demandent maintenant « Comment une puissance qui ne peut pas défendre son propre pont et sa péninsule peut-elle nous protéger ?» Ce climat de méfiance approfondit encore l'isolement du Kremlin sur la scène internationale. L'OTAN et les alliés occidentaux suivent ce processus de très près. La faiblesse logistique de la Russie redéfinit la planification stratégique de l'OTAN sur son flanc oriental. Si la Russie ne peut pas approvisionner sa propre forteresse, comment assurera-t-elle la durabilité logistique dans une guerre conventionnelle à grande échelle? Cette question porte un coup majeur aux moyens de dissuasion militaire de la Russie. Les projections selon lesquelles les pertes totales de la Russie pourraient atteindre 2 millions d'ici 2026 sont directement liées à la faiblesse créée par une telle paralysie logistique. Stratégiquement, la colonne d'étranglement logistique est pleinement opérationnelle ici. L'Ukraine force la Russie à faire un choix en Crimée, soit continuer à alimenter ce piège mortel en dépensant d'énormes ressources, soit chercher des moyens de se retirer progressivement de la péninsule. Les 212 points de contrôle sur le pont sont en réalité une barricade que la Russie a érigée pour elle-même. À mesure que la sécurité augmente, l'efficacité diminue. À mesure que l'efficacité diminue, la crise s'aggrave. C'est un cercle vicieux, et le régime de Poutine y est coincé. La partie la plus douloureuse de l'échec stratégique est la rupture de ce contrat social implicite avec le peuple russe. Poutine avait promis au peuple russe la sécurité et la stabilité en échange de leur silence politique. Cependant, la panique civile en Crimée, les files d'attente de bus dans les rues de Sébastopol et les lumières qui s'éteignent montrent que ce contrat n'a plus aucune valeur. L'augmentation des activités des groupes de résistance tatars de Crimée et des réseaux de sabotage locaux prouve que la Russie a également perdu la péninsule de l'intérieur. La guerre n'est plus un spectacle de propagande à la télévision, mais une réalité qui est arrivée au seuil des citoyens russes, coupant leur carburant et détruisant leur sécurité. Les conséquences mondiales et diplomatiques de cette situation détruisent également l'image de la Russie parmi ses alliés. Les acteurs que Poutine considère comme son arrière-cour la plus proche s'éloignent rapidement de Moscou en voyant que la Russie est incapable de protéger même son propre territoire et ses lignes logistiques les plus stratégiques. Le fait que la Russie doive supplier la Biélorussie pour de l'essence après la crise du carburant est l'exemple le plus dramatique de la façon dont l'équilibre des pouvoirs a changé. Les alliés de la Russie se demandent maintenant comment une puissance qui ne peut pas défendre son propre pont et sa péninsule peut-elle nous protéger? Ce climat de méfiance approfondit encore l'isolement du Kremlin sur la scène internationale. L'OTAN et les alliés occidentaux suivent ce processus de très près. La faiblesse logistique de la Russie redéfinit la planification stratégique de l'OTAN sur son flanc oriental. Si la Russie ne peut pas approvisionner sa propre forteresse, comment assurera-t-elle la durabilité logistique dans une guerre conventionnelle à grande échelle? Cette question porte un coup majeur aux moyens de dissuasion militaire de la Russie. Les projections selon lesquelles les pertes totales de la Russie pourraient atteindre 2 millions d'ici 2026 sont directement liées à la faiblesse créée par une telle paralysie logistique. Stratégiquement, la colonne d'étranglement logistique est pleinement opérationnelle ici. L'Ukraine force la Russie à faire un choix en Crimée, soit continuer à alimenter ce piège mortel en dépensant d'énormes ressources, soit chercher des moyens de se retirer progressivement de la péninsule. Les 212 points de contrôle sur le pont sont en réalité une barricade que la Russie a érigée pour elle-même. À mesure que la sécurité augmente, l'efficacité diminue. À mesure que l'efficacité diminue, la crise s'aggrave.
c'est un cercle vicieux, et le régime de Poutine y est coincé. La partie la plus douloureuse de l'échec stratégique est la rupture de ce contrat social implicite avec le peuple russe. Poutine avait promis au peuple russe la sécurité et la stabilité en échange du silence politique. Cependant, la panique civile en Crimée, les files d'attente de bus dans les rues de Sébastopol et les lumières qui s'éteignent montrent que ce contrat n'a plus aucune valeur. L'augmentation des activités des groupes de résistance tatars de Crimée et des réseaux de sabotage locaux prouve que la Russie a également perdu la péninsule de l'intérieur. La guerre n'est plus un spectacle de propagande à la télévision, mais une réalité qui est arrivée au seuil des citoyens russes, coupant leur carburant et détruisant leur sécurité. Chaque lumière qui s'est éteinte sur le pont de Kertch symbolisait l'affaiblissement du contrôle du Kremlin sur la Crimée. Ce silence profond de 7 heures était le cri le plus fort de la faillite logistique et militaire de la Russie. Le pont que Poutine qualifiait d'intouchable n'est plus une bouée de sauvetage pour l'armée russe, mais un nœud coulant autour de leur cou. Il n'y a plus de carburant, plus d'eau et plus de paix en Crimée. Il ne reste que des promesses brisées et un effondrement imminent. La cécité stratégique est totale. Les yeux de l'ours sont maintenant complètement fermés. La Crimée n'est plus un port, c'est une tombe creusée par les propres mains de la Russie. Cette vidéo nous rappelle cette fin inévitable sous les lumières déclinantes. Il n'y a pas de lieu sûr. La guerre est arrivée chez vous, sur votre ligne la plus stratégique. Alors, quelles sont vos pensées à ce sujet? Partagez vos réflexions dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour rester informé des nouvelles analyses de PPR Global. Merci de nous avoir choisis.